Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, pour une nouvelle semaine d'Accès Direct. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 14 janvier 2019, c'est parti pour 45 minutes de belle rencontre. Au programme ce soir, nous parlerons de la société Alpe Control, spécialisée dans le contrôle technique des entreprises, qui a fêté ses 30 ans en 2018. La station de Morzine est au menu d'un jour une station. Et pour notre partie sport, nous parlerons paddle avec la Glagla Race. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Sam. Pour le journal de ce lundi 14 janvier, on va parler notamment d'un drame qui s'est passé du côté de Morillon. Et oui, on reviendra bien entendu sur ce drame dans la station de Morillon en Haute-Savoie qui s'est produit dimanche. Un accident qui a donc coûté la vie à 2 pisteurs artificiers expérimentés. On en saura un petit peu plus avec Emmanuel Jaude dans son reportage. Et puis des habitants qui se battent pour sauver la station du Granier. Oui, une petite station qui est menacée de fermeture en Savoie, mais une cagnotte participative a été lancée. Une association est très mobilisée, on l'espère, pour garder cette station ouverte. On verra un reportage de Philippine Potentier et Juliette Vincent. Merci beaucoup Victoria, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on débute cette émission avec notre rubrique Dans l'actu. Je vous en prie, Michel Vignoux, Arnaud Busquet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes respectivement président et directeur général d'Alpe Control, une entreprise qui, je le disais dans le sommaire, a fêté ses 30 ans en 2018. On va commencer avec vous, Michel Vignoux, vous êtes le fondateur d'Alpe Control. Quel était votre objectif à l'époque? De créer une entreprise, faire une entreprise différente de celle que j'avais connue. Vous comptez aujourd'hui environ 500 salariés sur une trentaine de sites. Que de chemin parcouru depuis ce jour de 1988? Effectivement, on s'est développé petit à petit, d'abord sur la Haute-Savoie, où on a acquis la confiance de maîtres d'ouvrage, d'exploitants. Et puis ensuite, très naturellement, on est allé sur Rhône-Alpes, et puis maintenant, effectivement, sur une grande partie de la France. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure il y a 30 ans maintenant? L'envie d'être indépendant, de faire un travail qui a du sens, une vision du métier qui était spécifique et qui différait en tout cas de celle de mes employeurs. Arnaud Busquet, donc je le disais, vous êtes le directeur général. Oui. Alpe Control, qu'est-ce que c'est? Alors Alpe Control, c'est donc une entreprise de 500 salariés répartie sur une quarantaine de sites et spécialisée dans un premier temps sur le contrôle technique de construction. Donc on s'assure qu'un bâtiment, qu'il soit collectif, que le bâtiment soit construit suivant les normes en vigueur, qu'elles soient de solidité ou de sécurité incendie. C'est un petit peu comme une voiture, le bâtiment doit correspondre à être construit suivant des normes, exactement, des normes en vigueur. C'est aussi de la sécurité sur les chantiers, parce que quand vous construisez un immeuble, il y a de la coactivité sur les chantiers, donc c'est ce qu'on appelle la sécurité, la santé sur les chantiers. Et enfin aussi une activité de contrôle périodique. Une fois que le bâtiment est construit, il faut s'assurer que les installations techniques sont conformes à la réglementation. Et donc ça, c'est des vérifications périodiques. Et puis, c'est également Alpe Control de la certification bio. Donc ça, c'est une diversification de nos activités. Et également de la formation technique. Voilà les piliers majeurs de l'entreprise. Il y a d'autres activités, mais ce sont des activités majeures. Très concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne avec donc une quarantaine d'agences, donc autant d'agences que de responsables d'agences qui développent leur business sur chacun de leur territoire avec un ancrage local souhaité, puisqu'on souhaite évidemment se développer sur l'ensemble du territoire national. Michel Vignoux, c'est quoi l'état d'esprit d'Alpe Control aujourd'hui? Au-delà des métiers qu'a listé pour la plupart, donc Arnaud Busquet, c'est notre raison d'être, c'est de sauver ou de préserver des vies. Hein. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on touche à la sécurité des personnes. C'est également de préserver la santé des personnes et puis de proposer finalement à nos clients d'éviter des problèmes sur leurs installations, sur leurs bâtiments, avec tous les ennuis, les pertes d'exploitation que cela comporte, et puis également les dommages aux ouvrages, s'assurer que les ouvrages sont bien conçus. Il y a plus entre guillemets, de malfaçons que ce que le grand public peut imaginer? Des malfaçons, oui, il y en a, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus si on n'intervenait pas.
En fait, nos salariés, ce sont si je puis me permettre l'expression, des héros invisibles. Des hommes de l'ombre. Absolument. Des personnes de Parce que si le travail n'est pas fait comme il faut, qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été vu. Hein. Mais sinon, tout ce qui est vu, contrôlé et puis par nos salariés, signalé par nos salariés, effectivement, ça évite des sinistres, ça évite des pertes de vie humaine, ça évite des problèmes de santé également. Alors, vous avez lancé le concept d'économie non violente. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, l'économie, fondamentalement, elle est violente. On en a tous les jours des exemples. On sollicite énormément les salariés, au-delà du normal. On fait travailler des enfants. On a déjà également un vocabulaire violent qui emprunte donc à la guerre. Hein. C'est conquérir des parts de marché, c'est être toujours les meilleurs. On parle même quelquefois de tuer l'adversaire, etc. Enfin, dans des séminaires, moi j'ai entendu ça. Nous, on essaye de créer une entreprise, de construire une entreprise, qui ne flirte pas avec ce type de valeurs. Hein, et au contraire, qui essaye de promouvoir des valeurs de coopération, d'entraide, de respect des autres. Arnaud Busquet, Alpes Control se porte plutôt bien, puisque 2008 a été marqué par une forte croissance et un fort taux d'embauche. Vous avez connu également un réel développement à l'échelle nationale. Ce ne sont que des bonnes nouvelles? Que des bonnes nouvelles, en effet. Donc, on vient de clôturer l'année 2018 qui, en effet, on a augmenté notre chiffre d'affaires de plus de 10%. Donc, ça prouve bien que l'économie non violente n'empêche pas l'évolution de l'entreprise, mais je dirais qu'on le fait à notre rythme. Il n'y a pas d'ambition de faire de la croissance pour de la croissance, mais en respectant les enjeux d'avenir, ce qu'on considère comme des enjeux d'avenir. Eh bien voilà, on développe naturellement l'entreprise à notre rythme. Il n'y a pas de pression particulière, mais en tout cas, ça nous permet de bâtir un projet solide dans le développement, dans le rapprochement de nos clients. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille cette notion de local et de territoire. Et donc, on est parfaitement en ligne avec l'entreprise économie non violente et le développement de l'entreprise. J'imagine que c'est une véritable fierté pour vous quand vous regardez le chemin parcouru depuis 1988, de voir qu'aujourd'hui vous avez réussi à vous développer notamment à l'échelle nationale. C'est une fierté? C'est quoi? La fierté, pour moi, c'est surtout de faire en sorte, de constater que nos salariés sont bien chez nous. Le bien-être des salariés, c'est ce qui compte le plus? C'est fondamental. On ne peut être bien avec ses clients déjà que quand on est bien dans sa peau, qu'on est bien dans son travail. Et c'est d'ailleurs une des vocations du travail, hein, c'est l'épanouissement personnel. Et donc, c'est ce qui fait la réussite de l'entreprise, c'est ce qui fait qu'on attire des talents, hein, et qu'on a un taux de turnover, comme je le soulignais tout à l'heure, très faible. Alors, vous avez profité de vos 30 ans pour changer pas mal de choses. Nouvelle identité visuelle, nouveau site internet et une grosse campagne de communication, c'était nécessaire? Oui, nécessaire parce qu'en effet, vous l'avez dit, 500 salariés, c'est aussi un cap. Il faut en effet attirer les talents, donc il faut le faire savoir, donc il faut communiquer. Donc voilà, c'était pas indispensable, mais il nous a semblé opportun de le faire maintenant. 30 ans, c'est un marqueur fort pour l'entreprise. 500 salariés, c'est un marqueur fort. Maintenant, voilà, on souhaite continuer. Encore une fois, ce n'est pas une finalité, mais il faut qu'on le fasse savoir. Donc, d'où une communication, un nouveau site internet, un nouveau site intranet aussi, puisqu'on vient aussi de l'acquérir en interne. Donc voilà, c'est un cap, un nouveau cap franchi, et il faut qu'on écrive l'histoire des 30 prochaines années. Justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors déjà, sans aller jusqu'à 30 ans, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019? Pour 2019 Qu'est-ce que vous souhaitez en tout cas? Eh bien, de continuer sur la même lancée que 2018 et en développement des activités auxquelles on tient, comme par exemple la certification biologique, hein, qu'on a démarré il y a 5 ou 6 ans et pour lequel on a des développements qui sont très forts, des niveaux de croissance de 35% ou voire 50% par an. Merci beaucoup en tout cas, messieurs.
Merci, Merci à vous. continuation. Merci. À bientôt, je vous invite à rejoindre la régie. Merci. Et avant d'accueillir Victoria pour la revue de presse, prenons la direction de Savoie Technolac, où le Crédit Agricole des Savoies a présenté ses vœux la semaine dernière. L'occasion pour la banque de remercier ses plus de 700 000 clients de nos deux départements. Signe de la bonne santé du Crédit Agricole des Savoies, 235 emplois seront créés en 2019, malgré la forte digitalisation du secteur bancaire. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Francis Raisin et Pierre Boucaud. Sans préjuger de l'année 2019, il est vrai que l'année 2018 a été une année d'un bon cru. Il n'y a pas de raison que ça puisse, sur le territoire des Savoies, fortement changer au cours de cette année 2019, tant les moteurs de développement, qu'ils soient l'agriculture, qu'ils soient le tourisme, qu'ils soient l'industrie, les frontaliers ou l'immobilier, sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au vert. Donc nous nous attendons à une année 2019 de même crue que celle de 2018. On va continuer à recruter, oui, parce que notre modèle, c'est un modèle évidemment dans lequel on met le digital au cœur de nos préoccupations pour amener à nos clients ce qu'ils attendent sur le plan de la relation à distance et de la simplicité dans la relation, mais où l'humain reste au cœur de notre dispositif parce que on est convaincu que le conseil, que le rôle de l'agence aussi sur le territoire reste un rôle important pour nos clients et qui sera déterminant demain. Et c'est ce double modèle, un modèle de banque complète qui est le modèle du Crédit Agricole et que le Crédit Agricole des Savoies, évidemment, prend à son compte. On enchaîne avec la revue de presse avec toi, Victoria. On commence avec un article sur le pain de Beldon. Oui, c'est le nom de l'entreprise savoyarde qui s'agrandit et ça n'a pas échappé à la rédaction de l'Écho Savoie-Mont-Blanc. Le pain de Beldon, installé à la Croix de la Rochette, pas très loin de Montmélian en Savoie, fabrique du pain et des biscuits bio. L'entreprise emploie plus de 100 personnes en Savoie et elle ne cesse de croître. En 2019, deux nouveaux bâtiments vont voir le jour pour accueillir une nouvelle biscuiterie et des bureaux. Les locaux actuels vont donc être repensés, notamment pour intégrer un laboratoire dédié à la fabrication de pain de mie bio. L'objectif donc en 2019 est aussi de poursuivre la logique de consommation locale. Les céréales et les graines notamment utilisées sont issues de production locale. L'idée c'est aussi d'être toujours transparent et de faire rentrer le public dans l'entreprise, notamment avec des conférences, des projections, des débats sur le thème de l'environnement. À noter que les pains et biscuits Beldon sont en vente dans près de 2000 points de vente à travers la France. Donc c'est une vraie fierté pour la Savoie. Et puis des Françaises championnes du monde. Oui, le lundi, c'est le sport sur 8 Mont-Blanc. Donc je voulais partager cette info avec toi, Seb. C'est une bonne nouvelle pour le hockey féminin français, puisque l'équipe de France des filles de moins de 18 ans est devenue championne du monde de D1B samedi à Dumfries en Grande-Bretagne. Alors, pour petite explication, il s'agit de la deuxième division au niveau mondial. Elles vont donc jouer en D1A l'année prochaine, donc un cran au-dessus. Les Bleuettes ont remporté le titre malgré leur défaite dans le dernier match. C'était leur première défaite dans cette compétition. Elles n'avaient pris aucun but jusqu'à la pratiquement les dernières minutes de leur tout dernier match. Félicitations, en tout cas. Exactement. Seb, tu nous parles d'une manifestation pour le Lyon-Turin ? Oui, une manifestation qui est tenue du côté de l'Italie, à Turin, justement dans la capitale piémontaise, et une manifestation qui a été honorée en tout cas par Michel Bouvard sur son compte Twitter, le vice-président du conseil départemental. Et il s'est félicité donc de cette forte mobilisation. 30 000 personnes selon les organisateurs réunis sur la Piazza Castello, donc à Turin, pour un flash mob géant. L'objectif de ce rassemblement était de demander une réponse rapide au gouvernement quant à la poursuite du chantier ou non de ce Lyon-Turin. Rappelons que le mouvement 5 étoiles, qui fait partie de la coalition qui est au pouvoir en Italie, est opposé à cet immense chantier. Donc voilà, une grosse mobilisation de la part des pros Lyon-Turin. Ils sont un petit peu inquiets, mais on verra la suite que pourra avoir ce rassemblement. Effectivement, et puis on parle de toute autre chose, un record sur Instagram. Oui, un record de likes pour cette photo toute simple, un œuf, 29,6 millions de likes pour cette photo qui fait actuellement le buzz sur Instagram avec un seul titre pour cette publication. Établissons ensemble un record du monde du plus grand nombre de likes sur Instagram. Battons le record du monde établi par Kylie Jenner, un record qui était à 18 millions. Le message est apparemment bien passé. Peu d'informations sur le propriétaire de ce compte record. On sait juste qu'il habite à Londres. Il aurait déclaré à l'AFP « Je me suis dit que ce serait une expérience intéressante d'essayer de battre le record avec quelque chose d'aussi basique que possible. » On peut dire que le pari est réussi. Comme quoi, la simplicité, ça peut être gagnant. Efficacité. Merci Victoria. Merci, à tout à l'heure. Allez, on passe à notre rubrique « Un jour, une station ». Ce soir, nous allons parler de Morzine Avoria,
dans la vallée d'Eau, dans le Chablais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Christophe Munier, Bruno Robinet, de l'Office du tourisme, directeur et chargé de projet. Oui, c'est ça. Station Domaine Skiable qui fait partie des Portes du Soleil. Un bel écrin. Voilà, un bel écrin avec de la neige maintenant, puisque depuis quelques jours, elle est tombée en abondance. Donc on est content. Le Domaine Skiable a revêtu son manteau blanc, donc c'est parfait. Il y en avait à Noël, hein, quand même, on a pu skier, mais là, c'est beaucoup mieux. Quels sont les principaux atouts chez vous, là? À Morzine-Avoria, c'est une station, c'est 2 stations qui sont complémentaires, puisque Avoria a 1800 mètres, Morzine, c'est le village historique dans la vallée. Donc on est vraiment sur le cœur des Portes du Soleil, avec 600 km de glisse. Et puis on l'a vu à Noël, où la neige a été un petit peu défaillante. Eh bien, on a pu jouer la complémentarité avec Avoria, qui a assuré le bon ski. Et puis sur le Plénay également, notre partie du domaine, qui nous a permis une offre plus familiale, avec un petit peu moins de monde, mais où on pouvait skier en bonne sécurité. Comment se sont passées les vacances? Les vacances de Noël sont terminées, sont plutôt un bon cru? C'était un bon cru, les gens sont repartis très contents, ça c'est le principal, on a eu du soleil, c'était très important pour Noël, c'est une grosse partie de la saison Noël, hein. C'est important que ça démarre bien, et oui, c'était un bon cru pour Noël, c'était bien. Et je pense que tout le monde a constaté une grosse fréquentation de la station. Les gens Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Ils viennent rechercher une coupure par rapport à leur quotidien, ils viennent se ressourcer, prendre du temps en famille, partager surtout à Noël des bons moments ensemble. Et ça, c'est important de pouvoir le proposer dans une station comme Morzine, qui est un village. On le sait, hein, comme beaucoup de stations, il y a beaucoup d'événements. Pour ce premier semestre 2018, il y a 2-3 événements qu'il ne faut pas louper, notamment le Ladies Night Tour ou encore Rock the Piste. Tout à fait, le Ladies Night Tour qui aura lieu début mars. Ça sera la finale du challenge, puisque le Ladies Night Tour se déroule sur 5 étapes dans les stations françaises, à la fois dans les Alpes et dans les Pyrénées. Donc Morzine sera cette année la finale, toujours sur le stade du Plénay, qui est une piste qui arrive en plein centre du village, donc très spectaculaire et facilement qui a fait ses preuves en plus. Oui, tout à fait. Et ça fait la 5e année qu'on aura cette épreuve sur le stade du Plénay. Très spectaculaire avec les filles des équipes de France. Donc beaucoup de monde, beaucoup de beaux spectacles en perspective. On rappelle le principe, c'est un slalom parallèle. Donc il y a forcément un côté spectaculaire. Ce sera en nocturne? Tout à fait. En plus, ça promet du grand spectacle. Voilà, puis à Morzine, comme le dit Bruno, on est en front de neige au centre de la station. Donc je crois qu'on bat des records d'affluence autour de cet événement. On commence en semi-nocturne et puis on finit avec la descente aux torches des moniteurs de l'ESF et le feu d'artifice en nocturne. Et c'est un très beau spectacle. Vous faites partie des nombreuses stations qui tentent de reséduire la jeune clientèle. J'ai vu que vous avez développé pas mal les cours de ski freestyle. C'est le genre de choses par lesquelles il faut passer aujourd'hui? Je pense qu'il faut satisfaire toutes nos clientèles avec un soin particulier pour les plus jeunes, parce que c'est vrai que ce sont nos futurs clients. Et là, on a besoin de leur offrir des prestations, des cours de ski dans le freestyle par exemple, qui leur donnent envie de mettre un premier pas sur les skis. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont découvert, je pense que la suite est beaucoup plus facile. Quand on est responsable projet comme vous, en quoi consiste le travail pour arriver à une belle programmation pour chaque saison? J'imagine que c'est un travail laborieux, compliqué, minutieux? C'est beaucoup de travail en amont, oui, à étudier un peu ce qui se passe à droite, à gauche, les tendances actuelles et futures aussi, hein, beaucoup de prévisions. Et on essaye de faire coller notre offre et notre programmation événementielle et d'animation à ce que recherchent les gens, à ce que attendent nos clientèles qu'on essaye d'attirer. Donc oui, pas mal de boulot d'anticipation et de prospective. Elle est exigeante, la clientèle de Morzine-Avoria? Je pense que oui, elle est exigeante. Comme maintenant, toutes les clientèles sont de plus en plus exigeantes, que ce soit sur l'accueil, l'hébergement, le domaine skiable. La qualité, c'est vraiment dans tous les domaines de l'accueil dans une station, c'est le but recherché pour satisfaire, pour donner l'expérience la meilleure possible, pour que notre client il reparte avec des souvenirs plein la tête, avec cette idée de qualité. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, le deuxième événement, c'est bien évidemment Rock the Piste, enfin, le deuxième événement incontournable, on va dire. Oui, Rock the Piste, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que ça a lieu sur l'ensemble du domaine des Portes du Soleil, avec un concept totalement novateur, c'est d'avoir des concerts, bien sûr en station, mais pas que, puisque les concerts chez nous ont lieu sur les pistes, et il suffit d'acheter son forfait pour pouvoir accéder à toutes les pistes. Donc ça fait donc plus d'une dizaine d'années que ça a lieu maintenant. Ça a lieu du 17 au 24 mars avec 5 concerts sur l'ensemble du domaine des Portes du Soleil, un lieu différent chaque jour,
sur le domaine des Portes du Soleil et votre forfait qui vous permet d'aller voir les différentes scènes. Donc cette année, une programmation très... On a déjà quelques noms? Oui, la programmation est complète. On a Gaëtan Roussel, on a Feu Chatterton, on a Charlie Winston, Offenbach. Du très beau monde. Voilà. De quoi passer un très bon moment sur cette semaine de concert dans les Portes du Soleil. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. On vous souhaite bien évidemment une bonne suite de saison. Oui, il faut en ça. espérant que la neige soit toujours au rendez-vous. Ça va être ça. Merci beaucoup. Allez, on passe à notre rubrique sport. Je vous invite à rejoindre la régie. On est comme chaque lundi, on va parler sport. Ce soir, on va parler de paddle avec monsieur Benoît Mouraine. On vous connaît, les spectateurs de 8 Monde vous connaissent bien. Vous êtes l'organisateur de la Glagla Race, une course de paddle qui prend de plus en plus d'importance dans le calendrier, on peut le dire. Carrément, oui. On a démarré à 40 c'était quoi, 2014 la première année. Là, 570 participants. Il y a un peu plus de 600 inscrits là, donc. Ça paraît fou de se dire 40 il y a 6 ans. Oui, carrément. 600 aujourd'hui. Oui. Et puis, en plus, c'est des gens qui viennent de loin. Il y a 20 pays différents, des gens de Russie, d'Israël, enfin dans les pays un peu lointains. Donc il y a un vrai engouement parce que ça apporte vraiment quelque chose de très particulier, une expérience qui est terme un peu galvaudé, mais vraiment unique, quand de se retrouver en plein hiver sur un lac qui est vide, le lac qui est vide l'hiver, au milieu des montagnes avec la neige, sur une des courses qui deviennent les plus grosses au monde, c'est quelque chose de très particulier. C'est ça votre plus grande fierté, d'avoir réussi à démocratiser la discipline qui était encore confidentielle il y a quelques années? Alors je ne pense pas que ce soit moi qui ai démocratisé la discipline, oui, mais en tout cas, mais vous faites partie des précurseurs en tout cas sur Annecy. C'est une des préoccupations effectivement que j'ai dans les courses et les événements qui sont organisés, c'est de ne pas mettre la priorité sur le haut niveau, même s'il y a des gens, il y a la championne du monde qui sera présente, il y a des gens de très haut niveau qui sont présents, mais de faire en sorte que personne ne se dise je ne vais pas y aller parce que ça va être trop dur, je vais avoir l'air ridicule, je vais arriver 1 heure après tout le monde. Donc il y a des gens qui sont des pratiquants tout à fait occasionnels de loisirs, qui ne viennent pas forcément pour la compétition, mais pour partager un bon moment dans un bel endroit avec des gens avec qui ils ont envie d'échanger et de discuter. Comment on peut expliquer que le paddle soit de plus en plus populaire? Notamment, on s'en rend compte ici, sur le lac d'Annecy, on voit chaque été et puis même l'hiver, du coup. Ouais. Comment on peut expliquer cet essor? Je pense que c'est un sport qui a plein de qualités, pas beaucoup de défauts. C'est vrai que c'est très accessible, ça se pratique très bien en famille avec des enfants, même des personnes âgées, tout simplement, peuvent pratiquer. C'est un des rares sports qu'on peut débuter peut-être à 60, même 70 ans, on peut essayer. C'est pas un sport dangereux, c'est pas un sport violent. On s'amuse tout de suite, donc c'est un sport qui a beaucoup de qualité, il ne fait pas de bruit. Il y a plein de pratiques, c'est un peu comme le vélo, moi je le compare un peu au vélo. Il y a une pratique sportive, comme on le voit là, en compétition à fond. On peut le faire juste pour se balader, pour découvrir un endroit. Il y a plein de pratiques alternatives, alternatives comme le paddle yoga qu'on fait. On en fera vendredi soir là d'ailleurs. Donc on peut inventer des choses autour de ce sport, c'est ça qui est sympa. On peut en faire en rivière, on peut en faire dans les vagues, on peut en faire bien sûr sur le lac. Alors, on ne l'a pas dit, la Glagla Race fait partie de l'Alpine Lakes Tour, un véritable circuit que vous avez réussi à mettre en place. Alors, c'est un beau circuit, principalement en France et en Suisse. On va normalement monter une course en Italie, et qui fait partie d'un circuit mondial qui s'appelle The Paddle League. L'année dernière, il n'y avait que la Glagla Race qui était sur ce circuit-là. Et maintenant, toutes les étapes vont y être. Ça veut dire qu'en fait, toutes les étapes de l'Alpine Lakes Tour donnent des points pour le classement mondial. Donc, c'est quand même pas mal. C'est preuve de l'importance qu'a prise la compétition. Exactement. Alors, comme son nom l'indique, une des particularités de la Glagla Race, c'est le froid et les conditions climatiques. Je vous ai demandé avant de préparer l'émission, quelle est la météo prévue pour samedi? C'est assez compliqué à situer. Ce n'est pas un événement pour les masochistes. Il y a du plaisir à être. Mais il fait froid. Pour avoir couvert il y a 2 ans, je vous assure. Alors, il y a 2 ans, c'était l'édition la plus froide. Il faisait moins 10 degrés au moment du départ. Donc c'était un peu dur. Mais l'après-midi, il faisait super bon. Je ne sais pas si vous étiez resté l'après-midi. Au soleil, c'était parfait. Il y a de la neige. On était bien. Il faisait 0 degré. Les gens étaient. Là, elle sera à combien l'eau du lac là, Alors, l'eau, dernière mesure, c'était 5 degrés. C'est toujours entre 4 et 6 degrés. Ça varie assez peu. La température le jour même, elle peut varier énormément. On peut avoir moins 10 degrés comme on a eu il y a 2 ans, jusqu'à plus 10 degrés comme on a eu il y a 3 ans, où il avait fait très, très doux. Et du coup, quelle était la question? C'était ça. En gros, on sait quel temps il va faire? Donc on a un temps qui est assez incertain. L'idéal, c'est un des scénarios qui est en train de se dessiner, c'est quelques flocons de neige, un peu de soleil, des montagnes bien blanches, un lac bien calme. Tout ce que tout le monde cherche en fait. Est-ce que ça a justement une influence, le climat, le froid, sur les performances des sportifs? Oui, bien sûr. Forcément.
Ça demande un entraînement particulier. Il y aura d'ailleurs le vendredi des petits ateliers pour les gens qui ne sont pas forcément compétiteurs, mais qui ont envie de venir voir et d'échanger avec des pros sur comment se préparer, comment s'entraîner l'hiver. Il y aura des conférences le vendredi après-midi. Oui, ça demande un équipement particulier. Il ne faut pas trop se couvrir non plus. Hein. Alors, ça dépend vraiment de la température. C'est vrai que s'il fait moins 10, il faut vraiment se couvrir. Mais on a eu des cas de personnes qui étaient trop couvertes et qui, du coup, qui ont même fait un petit malaise parce qu'elle avait trop chaud. Donc, c'est compliqué à gérer. C'est un sport d'endurance. Hein. Donc, on part. C'est comme si vous allez faire un marathon et vous partez en combinaison de ski de piste. Vous allez être bien au départ sur les 500 premiers, puis après, ça va être l'enfer. Alors, on rappelle la date. Les dates, parce qu'il y a même plusieurs courses. Alors, il y a vendredi, samedi, dimanche, sachant que le samedi, c'est vraiment le jour des courses, c'est que le vendredi après-midi, c'est test de matériel, yoga, conférences et cliniques. Donc, vous pouvez venir, si vous voulez voir, vous pouvez venir le vendredi après-midi ou le samedi. Et si vous voulez participer, vous pouvez encore vous inscrire. Plage de Taloir, le départ. Sur la plage de Taloir. Et l'arrivée. Et l'arrivée au même endroit. Merci beaucoup. Avec un détail, c'est la ligne de départ la plus grande du monde, 500 mètres, toute la largeur du lac. C'est magnifique à voir. La grande classe, avec des images à couper le souffle. On espère. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Sébastien. On vous souhaite bonne continuation et plus bonne chance pour cette 6e édition de la Glaglaris. La station de Tignes en Savoie a accueilli la semaine dernière son traditionnel Open d'athlétisme avec un concours de saut à la perche de haut vol. Et comme l'an dernier, c'est Renaud Lavillenie qui s'est imposé. Le champion olympique de 2012 a franchi 5,82 m. On l'écoute. Très satisfait parce que voilà, c'est la deuxième fois que je saute. J'améliore la perf de l'année dernière, même si c'est 1 cm, c'est toujours ça de prix. Et puis surtout, c'est que c'est une très bonne entrée en matière pour le début de la saison. Donc voilà, encore une bonne chose de faite et content d'être revenu à Tignes cette année. L'ambiance était bonne. On a vraiment cette chance d'avoir la proximité des gens qui font on sent beaucoup plus l'engagement et l'encouragement. Et puis voilà, après avec le format, la musique et tout, c'est tout de suite très très convivial, très festif. Et on adore ça nous à la perche. Donc voilà, on sait que là on a envie de vraiment lancer ce meeting pour essayer de revenir chaque année et de se dire que c'est le moment incontournable du début de saison. Et voilà, j'espère que c'est en train de prendre et que ça va continuer encore pour quelques années. Un mot de ski alpin pour signaler le premier podium en Coupe du Monde de Clément Noël. Le skieur licencié à Val d'Isère de 21 ans a terminé 2e du mythique slalom d'Adelboden en Suisse, derrière Marcel Hirscher. Alexis Pinturo se classe quant à lui 4e, donc un très beau week-end pour les Français. Victoria de retour pour le rappel des titres du journal. On va bien évidemment revenir sur cet accident mortel peu commun qui a eu lieu du côté de Morillon ce week-end. Oui, il a coûté la vie à 2 pisteurs artificiers. On reviendra donc sur ce drame avec un reportage d'Emmanuel Jaude. Et puis la station du Granier va-t-elle renaître de ses cendres ? Il faut la sauver, en tout cas, une association a été créée et puis une cagnotte a été lancée pour sauver effectivement la petite station de Savoie. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes juste après la pub pour le journal de la rédaction. A tout de suite.